Alors, c'est à votre tour maintenant. Si vous avez des questions, commentaires, vous pouvez vous rendre aux 2 micros. S'il vous plaît, vous nommez votre organisme et la personne à qui s'adresse la question. Allez-y, madame. Wow! Je viens vraiment d'être motivée là, ce matin. J'essaie d'écrire mon livre. Et moi, comment je vais me présenter? Je me suis toujours vue et présentée comme mon propre cobaye dans la société. Et il m'arrive toutes sortes de situations très difficiles. D'ailleurs, il y a un livre dont je suis l'initiatrice qui existe présentement, Au-delà des troubles mentaux, la vie familiale. Est-ce qu'on peut connaître votre nom? Marie-Thérèse Toutant. Merci. Donc, j'ai appris à vivre avec cette situation-là, avec un conjoint qui souffrait de schizophrénie, et dans une belle banlieue. Hein, j'ai décidé d'aller rester dans une belle banlieue où il n'y a pas de services sociaux, pratiquement pas, ou très peu, où la connaissance fait défaut. Mais j'ai résisté. Je suis une femme qui résiste beaucoup pour amener des changements, puis pour vivre comme je le veux, et ma famille aussi. J'ai eu 4 enfants avec une personne qui souffre de schizophrénie. On ne me croyait pas lorsque je le disais, même dans le milieu communautaire, mais je continuais à penser qu'on avait le droit d'avoir une famille et de ne pas placer mes enfants comme les intervenants me disaient de faire. Faut se regarder tout le monde, il n'y a pas juste les psychiatres, nous tous. Il faut remettre en question ce qu'on fait. Et moi, j'ai accumulé tout ça sur les épaules et ça a été très difficile. L'aide sociale, on se fait stigmatiser. Et on se fait dire, allez rester à Hochelaga Maisonneuve par des intervenants, parce qu'il y a des services là-bas. Mais non, je veux rester ici, moi, à Sainte-Julie, je vais vous le dire, la belle ville de Sainte-Julie. Je suis encore là d'ailleurs, les enfants sont tous à Oma, mais enfin. Parce que ce sont des enfants engagés. Mais je regrette tellement pas d'avoir enduré cette vie-là, difficile, mais causée par l'environnement social et politique. Et non pas la maladie de la personne que j'aimais. Aujourd'hui, malheureusement, cette personne-là, je me suis séparée après 30 ans et elle est rendue en Abitibi, ne prend plus sa médication, n'est plus suivie. Et on m'a appelé pour me dire qu'il était en prison. Cet homme-là, ce philosophe. Parce que moi, les dents naturelles, je ne demandais pas grand-chose au gouvernement, alors on en a profité. C'est triste. Puis ça, je veux le dire parce que cette personne-là, je l'aime beaucoup. Et on n'en entend pas parler de ces gens-là. On entend parler de gens qui réussissent, qui ont du soutien. Mais il y en a plein qui n'ont pas de soutien. Il y en a plein. Donc, je vais couper ça ici. Et je vais dire merci à M. Pinault. Mon fils, qui a suivi votre cours, m'a dit, « Maman, tu me manques pas ça un matin. » Heureusement que j'ai mon fils parce que j'étais en train d'écrire un autre livre, comme je vous dis, et puis j'ai perdu l'habitude de sortir de chez moi. Donc, un gros merci, ça m'a même donné le goût de suivre votre cours. Merci beaucoup. Merci de votre intervention. Allez-y. Bonjour, je suis Diane Aubin, psychologue, psychothérapeute, conseillère clinique à Dans la rue, un organisme pour les jeunes en grande précarité. Et je veux d'abord vous remercier de votre dynamisme exceptionnel. Je voudrais retourner à l'université juste pour suivre vos cours, vous avoir comme prof, tous les deux. Alors, écoutez, j'aurais tellement de questions, mais je vais essayer de résumer un peu. J'aimerais vous entendre sur... En fait, si j'ai bien... Moi, je ne vous ai pas trouvé si pessimiste que ça, M. Pinault. Vous êtes au ras de la terre. Hein, voilà, il faut faire face à la musique. Et je pense que vous nous avez laissé sur l'idée de comment lutter. Hein. Effectivement, moi, je pense que si on ne veut pas déprimer et se laisser happer par notre sentiment d'impuissance qu'on peut ressentir devant cette, j'ose dire, moi, une forme d'autocratie, hein, de décisions autocratiques qui nous sont... alors, on est un peu comme déstabilisés parce qu'on ne pensait pas qu'on en retournerait là. Des fois, j'ai des flashbacks, j'ai l'impression de me retrouver à l'époque de l'avant la Révolution française. Alors, est-ce qu'il va falloir mettre la tête de quelqu'un sur le bio? Bon, on n'en est plus à cette époque-là. Alors, je me dis, on est forcé pour préserver notre propre santé mentale, donc de canaliser, c'est ce que j'invite les jeunes que je rencontre à faire,
Il y a de la colère, il y a de la rage, de l'impuissance. Ça, c'est l'énergie pure. Hein, c'est un feu. Ça peut être un volcan et on peut en faire aussi un feu qui va dynamiser des actions. Alors, si vous nous invitez pour sauvegarder notre propre santé mentale, donc à être canalisé dans des actions différentes, finalement, toutes ces émotions, ces sentiments négatifs qu'on peut éprouver. Alors là-dessus, moi, je trouve que vous nous invitez vers quelque chose je sens de l'espoir, en tout cas, dans ce que vous nous avez dit. Je vous remercie beaucoup aussi tous les deux. Je vous ai senti très accessible et vous nous avez dit des choses qui, dans d'autres contextes, on n'aurait rien saisi. Alors, une accessibilité dans votre discours là, vraiment exceptionnelle. Vos étudiants doivent triper, j'en suis certain. Alors, Monsieur Moreau, et je trouve qu'il y a des liens entre vos deux conférences vraiment, mais là, je n'entrerai pas dans les détails. Peut-être qu'on pourra s'en parler à la pause. Il y a la question du fonctionnement. Je trouve que c'est intéressant ce que vous avez aussi amené, hein, que je rencontre plein de jeunes, moi, qui, pour toutes sortes de raisons, il faut voir au quotidien, d'ailleurs, les fameux projets, là, hein, parce qu'à cause de la précarité financière, économique, quand tu n'as même pas un logement permanent, c'est difficile d'inscrire des projets à long terme. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas les stimuler. Donc, trouver un équilibre. Et si une chose que j'ai appris au contact de ces jeunes-là, après tant d'années, c'est de jamais rien prendre pour acquis et de toujours revisiter les normes. Les normes, elles peuvent être différentes dans différents contextes. Et les jeunes que je rencontre, malgré la perception qu'on peut avoir et que les instances gouvernementales peuvent avoir vis-à-vis, ou des psychiatres qui sont dans des normes très je ne veux pas accuser les psychiatres, je connais d'excellents psychiatres qui revisitent leurs normes, mais je vise plutôt la question du DSM que j'utilise, moi, hein, comme base, mais pas le seul base pour évaluer. Mais il faut remettre en question, pas le sens de... je parle plus d'intégration que de fonctionnement. Voilà. C'est-à-dire, est-ce que l'état dans lequel tu es présentement, est-ce que l'état dans lequel je suis présentement me permet d'avoir une place quelque part dans la société et de fonctionner à mon rythme, mais que quelque part, le contexte dans lequel j'étudie ou je vis, des aménagements pour des jeunes qui ont des troubles d'attention ou de concentration ou de la dyslexie. Il y a des postes d'orthopédagogues qui sont coupés. Ces gens-là essayaient de faire ça. On essayait de faire en sorte que les gens puissent fonctionner selon leur propre baromètre. Hein? Et donc, à créer des aménagements qui permettent de les intégrer, de ne pas les exclure. Et je crois que c'est ça qu'il faut continuer de lutter pour ça, de créer des zones, des aménagements pour permettre aux gens d'amener ce qu'ils peuvent amener dans une société à la mesure de ce qu'ils peuvent amener. Alors, parler d'intégration, et dans mes notes de dossier, moi je suis psychologue, hein, voilà, c'est pas le niveau de fonctionnement. Est-ce qu'il y a une capacité d'intégration? Est-ce qu'on a fait des efforts pour aménager quelque chose pour ce qu'ils puissent s'intégrer? Alors, il y a tout un vocabulaire aussi que c'est les jeunes, les populations qui font face à une adversité extrême, nous invitent à revisiter. Comme psychologue, comme professionnel, moi, je n'écris plus mes notes de dossier et je n'évalue plus de la même façon. Alors, je pense qu'il faut s'ouvrir à ça. Les Autochtones, les minorités culturelles, tous ces gens-là nous invitent et il faut leur donner la parole aussi. Ils vont nous dire, par exemple, c'est quoi ce mot-là, comorbidité? Ah, OK, mais pourquoi vous ne dites pas ça autrement? Je comprends rien. Vous avez tout un vocabulaire qu'il faut remettre en question. Je m'arrête ici. Ma passion va déborder. Merci. J'aimerais peut-être vous entendre sur la question, comment vous réagissez à ce que je vous apporte. Merci. Merci. En fait, je vais commencer par un lien avec ce que Nicolas a présenté. Parce que je suis passé vite sur la figure de l'entrepreneur, la nouvelle figure de l'individu comme entrepreneur, mais le vocabulaire de la capacitation, l'empowerment, la capacitation, profondément ambigu. D'un côté, c'est le vocabulaire de faut que tu entreprends, faut que tu te prennes en main, il faut que tu aies des projets, il faut que tu sois autonome, il ne faut pas que tu sois dépendant. Et c'est un vocabulaire qui s'intègre dans cette idée de générer cette inégalité des résultats à partir de l'égalité des chances que cherche le néolibéralisme. Et c'est donc aussi celui qui fonctionne, c'est celui qui est capable
de manifester cette inégalité des résultats. J'utilise par exprès l'expression qui choque, inégalité des résultats, mais on a des beaux mots, hein? Succès, se démarquer, développer son potentiel, réussir, la réussite. Tous ces beaux mots traduisent une mentalité qui est l'inégalité des résultats qu'on cherche à générer dans notre intervention. Mais en même temps, la capacitation, puis je pense dans votre pratique, puis on peut aussi le comprendre d'une autre façon, puis là je rejoins exactement ce que vous venez de dire, ça peut aussi vouloir dire la capacité d'action collective, l'autonomie par le collectif. Donc, on ne recherche pas dans ce cas-là l'inégalité des résultats, on cherche à établir des collectifs capables d'agir ensemble, capables de se donner une réflexivité, capables alors vous parlez d'intégration, capables d'avoir une prise sur son environnement, sur son histoire, sur sa trajectoire, sur son territoire, sur son développement. Et je pense que là, on a une place pour développer peut-être une vision différente qui réinterprète la norme de l'autonomie et la norme du projet. Mais en même temps, quand on fait ça, il faut être vraiment conscient que c'est très ambigu. Et là, je rejoins vraiment Nicolas sur cette idée que c'est pas blanc ou noir, c'est pas... Les normes sont là, nous devons faire avec, mais comment on peut les transformer, comment on peut, dans cette tension de la capacitation comme entrepreneurship individuel, qui donc la réussite par l'inégalité des résultats, versus la capacitation par la construction de l'autonomie collective. En fin de journée, on va voir Jean-Martin Hossan qui va venir nous parler d'économie sociale, de sa vision de l'économie sociale, des principes que lui voit dans l'économie sociale, et c'est des principes précisément d'autonomie collective, de réflexivité démocratique, d'inclusion par l'effort collectif. Donc, je pense que ça serait peut-être d'apprendre à travailler avec cette tension-là. J'ai la tâche ingrate de contrôler le temps. Donc, il reste 5 minutes. On aura les 2 dernières interventions. Allez-y. Jacques Charland, directeur de l'organisme Écoute-Entraide. Notre mission, c'est une ligne d'écoute et des groupes d'entraide. Je voulais juste dire merci à Éric d'avoir mis un peu de clarté sur le concept du néolibéralisme. J'ai pris beaucoup de notes. Merci beaucoup. Et je veux souligner, Nicolas, une phrase que tu as dite. Sous le trouble, il y a une personne qui souffre. Nous formons nos bénévoles à l'écoute active en n'oubliant jamais qu'ils soient habités par ça, c'est-à-dire de faire toujours la différence entre les manifestations d'une souffrance et la souffrance dont seule la personne peut nous décrire et nous parler. Merci beaucoup. Claude Saint-Georges. Moi aussi, j'ai trouvé très éclairant les présentations ce matin. Ma question, c'est, s'adresser à M. Pinault, c'est est-ce que, quand même, on n'est pas en train de voir arriver le point d'une crise du néolibéralisme tardif? Dans le sens où, pour parler d'une société qu'on observe beaucoup aux États-Unis, on a parlé de la disparition de la classe moyenne. On parle aussi de la majorité blanche où il y a une perte de l'espérance de vie, la montée des toxicomanies, du suicide, etc., qui se traduisent aujourd'hui par les phénomènes à un extrême, Trump et Sanders de l'autre. Donc, il y a quelque chose qui est à mon sens, quelque chose qui est en bouillonnement, et peut-être que là, il y a quelque chose qui peut émerger, d'autant plus que quand on regarde, il y a le phénomène Trump à droite, mais son audience globale est beaucoup plus faible que les gens progressistes. Je vais répondre rapidement, parce que je vais laisser Nicolas. Mais effectivement, mais cette tension-là, ça peut durer longtemps, une crise latente de dégénérescence d'une société. Donc, il ne faut pas penser que les choses vont aller d'elles-mêmes vers un dénouement progressiste. Je pense que ça, c'est important. Mais effectivement, il y a une occasion à saisir pour renouveler une pratique progressiste dans le sens réel du terme. Mais, mon Dieu, oui. Moi, il me reste combien de temps? 2 minutes. Oui, les anxieux sont performants. C'est d'ailleurs une des caractéristiques jusqu'à un moment où ils craquent. Oui, je suis allé vite sur le fonctionnement parce qu'il y a aussi le fait d'être dangereux pour soi-même et pour les autres, qui est aussi un des critères dans le DSM, etc. Tout ça, c'est juste que je voulais accentuer vraiment sur le fonctionnement.
par rapport à ça. Puis, pour revenir sur fonctionnement, intégration, où elle est, la madame? Juste là. Ah, excusez-moi. En fait, c'est intéressant parce que vous avez probablement raison et en fait, je le fais dans mes... Parce que bon, j'ai une de ces facettes-là, mais je travaille principalement, moi, à faire des programmes de prévention avec les jeunes par le sport. Que ce soit au travers de la course à pied, puis j'évalue les programmes de Pierre Lavoie, j'évalue beaucoup de choses. Je suis un des spécialistes de l'intervention par le sport dans une perspective psychosociale, puis je travaille beaucoup avec les jeunes. Puis je ne parle jamais de fonctionnement, je parle toujours d'intégration, et toutes mes recherches sont par rapport à l'intégration. Donc c'est intéressant, c'est que je viens de remarquer que quand je parle comme ça, que je fais des exposés plus théoriques, je le fais vraiment par rapport au fonctionnement, mais quand je fais des trucs par rapport à l'intervention, je parle toujours d'intégration. Je viens juste de remarquer ça. Donc c'est bien. C'est bien. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais j'ai jamais utilisé les choses de fonctionnement. Mais c'est vrai qu'on va parler d'intégration. Je vais parler aussi de ce que vous avez dit. Le principe, c'est de dire d'abord que les jeunes sont une réponse aux enjeux de société et pas l'inverse. C'est aussi simple que ça. Et les gens qui ont des problèmes de santé mentale, c'est aussi ça. C'est que c'est eux d'abord qui sont une réponse à la société. Donc, la société se renouvelle. C'est les marges. Hein. Puis vous savez, la fameuse phrase de Foucault, peut-être que je pourrais terminer là-dessus, c'est toujours bien de terminer sur Foucault. Oui, ça s'appelle. Mais une société se renouvelle par ses marges et crée par ses marges. Elle se critique. Ouais. Puis qu'est-ce qui fait, je pense que ça c'est Welbeck, mais qu'est-ce qui fait que les pages d'un cahier tiennent ensemble? C'est les marges. C'est les marges. Ouais. Je peux pas accoter ça en termes de conclusion. On peut juste les applaudir. Peut-être que vous pourrez continuer la discussion à la pause s'il reste avec nous. Donc, je rappelle rapidement Éric Pinault, donc économiste et sociologue, spécialiste de la sociologie économique et de la financiarisation de l'économie, professeur au département de sociologie de l'UQAM. Et Nicolas Moreau, sociologue, spécialiste de l'analyse des liens entre le champ de la santé mentale et la société, professeur à l'École de services sociaux de l'Université d'Ottawa. Merci, messieurs.